Ceci n'est pas pour vous. C'est sur cette phrase que le livre dont je vais vous parler aujourd'hui s'ouvre. Je vais vous parler d'un bouquin terrifiant. Un livre qui, il y a assez peu de temps encore, était quasi introuvable en France. Un livre qui s'appelle La Maison des Feuilles. Alors je vous préviens tout de suite, si vous êtes le genre à ne pas pouvoir regarder un film d'horreur tout seul, alors sans doute que ce livre n'est pas fait pour vous effectivement. Sérieusement, si par exemple vous êtes une personne, disons, un peu fragile mentalement, ou on va dire dans une mauvaise passe émotionnelle, je vous le conseillerais clairement pas. Mais vraiment pas. Parce que c'est un livre qui est perturbant dans tous les cas, et ce par de très nombreux aspects que je vais vous évoquer. Je vous préviens aussi que si vous cherchez une lecture, disons, classique, confortable, dans le sens où l'on tourne docilement les pages les unes après les autres, ce livre n'est pas fait pour vous non plus. Pourquoi ? Parce que ce bouquin, c'est un labyrinthe. C'est une aventure qui nécessitera un vrai investissement personnel pour l'apprécier. Si vous comptez vous lancer dans l'aventure de la Maison des Feuilles, vous devez être prêt. Un peu comme Bastien, le protagoniste de l'Histoire sans fin, si vous vous rappelez, lorsqu'il se réfugie dans le grenier de son école, parce que dans tous les cas, oui, ce livre n'est pas pour vous. Un livre que vous allez parfois devoir tourner dans tous les sens pour pouvoir déambuler à l'intérieur, continuer votre lecture. Parfois vous aurez même besoin d'un miroir pour lire à l'envers. Bref, un livre dont on devient au fur et à mesure, je crois, un personnage à part entière, et peut-être même, qui sait, l'antagoniste principal, le Minotaure, dissimulé derrière les pages, tapi au cœur du labyrinthe. Words, English words, are full of echoes, memories, associations. J'écrivais pour moi-même, c'est-à-dire pour le meilleur lecteur que je connaisse. Spoutnik. Point important. Le nom, point important. Le papier, c'est une pierre tombale. 6 Jules Autel. La Maison des Feuilles, ça fait partie de ces bouquins qu'il est pas évident de résumer à cause de son concept même. Ici, il s'agit d'un livre dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs narrateurs, si on peut dire, qui vont être imbriqués les uns dans les autres, comme des poupées russes. Basiquement, si je me place au niveau 0, la première couche de narration de l'histoire, ça vous raconte l'histoire d'une famille américaine qui emménage dans une maison qu'ils viennent d'acheter, une maison qui se trouve dans un endroit pas très bien déterminé dans l'état de Virginie aux États-Unis. L'état de Virginie, si vous ne connaissez pas, c'est un état un petit peu assez rural, assez paisible. C'est pas vraiment l'Amérique profonde parce qu'on est quand même assez proche de New York et d'autres grandes villes, mais on va dire que c'est un endroit assez pépère, quoi. Donc bref, c'est le protagoniste qui s'appelle Will Davidson qui emménage avec sa femme et ses enfants. Lui, Will Davidson, donc c'est un éminent photoreporter qui a beaucoup baroudé à travers le monde, qui est auréolé de nombreux prix, de nombreux succès. Et sa femme Karen, c'est un ancien top modèle. Et donc en fait leur couple bat un peu de l'aile et au moment où ils s'installent dans cette maison, c'est censé être un petit peu pour eux une manière de revigorer, on va dire, leur couple. Sauf que ce qui va assez rapidement se passer quand ils vont emménager dans la maison, c'est qu'ils vont commencer à être témoins, être victimes de phénomènes étranges qui vont d'abord être très légers, presque imperceptibles, des choses comme des aberrations acoustiques, des petites choses étranges, des petites conneries comme ça qui vont aller en s'amplifiant. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, Will Davidson va se rendre compte que, par exemple, les dimensions sur plan de la maison ne correspondent pas à ces dimensions réelles, que la maison est plus grande à l'intérieur qu'elle ne l'est à l'extérieur. Ensuite, il y a des pièces qui vont se mettre à apparaître, il y a à un moment donné une porte qui va se matérialiser comme ça mystérieusement d'un seul coup dans leur salon, et cette porte qui devrait en principe donner sur le jardin, sur l'extérieur du fait de sa disposition, lorsqu'ils l'ouvrent, ils s'aperçoivent qu'elle donne sur un couloir sombre, un couloir mystérieux comme ça qui s'enfonce dans les ténèbres, qui en fait aboutit à autre chose. Ça aboutit à un dédale mystérieux qui plonge comme ça dans les méandres de la maison. C'est vraiment un labyrinthe glacial et infini qui devrait pas exister, bien sûr, qui ne peut pas exister logiquement, de manière logique, mais que donc le protagoniste, Will Davidson, qui en homme de terrain comme ça très baroudeur, va se mettre en tête d'explorer. Et comme je vous l'ai dit, c'est un photoreporter à la base, donc c'est quelqu'un qui est à l'aise avec les dispositifs d'enregistrement, les caméras, ce genre de choses, et donc en fait il va décider de documenter toute son espèce d'investigation comme ça sur la maison, en se filmant, en enregistrant un peu tout ça, pour monter un documentaire qui va s'appeler
tout simplement le Navidson Record, donc record en anglais, pour enregistrement, le Navidson Record. Donc c'est un nom qu'il faut retenir parce que c'est en fait vraiment le cœur du livre, le cœur du bouquin, le cœur de la Maison des Feuilles, c'est l'histoire de cette famille qui emménage dans cette maison. Au début du mois de juin 1990, les Navidson s'envolèrent pour Seattle afin d'assister à un mariage. À leur retour, quelque chose avait changé dans la maison. Bien qu'ils ne se soient absentés que 4 jours, le changement était énorme. Toutefois, il n'était pas évident, comme par exemple dans le cas d'un incendie, d'un cambriolage ou d'un acte de vandalisme. Bien au contraire, l'horreur était atypique. Nul ne pouvait nier qu'il y avait eu intrusion, mais c'était si étrange que personne ne sut comment réagir. La cassette nous montre un Navidson presque amusé, tandis que Karen porte simplement les mains à son visage, comme si elle allait prier. Leurs enfants, Chad et Daisy, se contentent de courir, jouer, rire, sans se soucier le moins du monde des profondes implications. Ce qui s'est passé équivaut à une étrange violation spatiale qui a déjà été qualifiée de plus d'une façon, à savoir surprenante, dérangeante, troublante, mais surtout inquiétante. Et maintenant, là où ça devient plus technique, il va falloir vraiment me suivre, c'est qu'en fait, ça, il s'agit que de la première couche narrative. Parce qu'en fait, là où un bouquin classique d'horreur, on va dire, par exemple, si ça avait été, je sais pas, mettons un Stephen King, là où cette histoire aurait été racontée, on peut imaginer du point de vue du père, enfin du mari ou de la femme, ou pourquoi pas des enfants, et bien en fait, là, nous, en tant que lecteurs, on va simplement se faire raconter ce documentaire par un autre homme qui n'a rien à voir avec la famille, qui s'appelle Zampano, qui est un mystérieux vieillard qui en fait a vu ce documentaire et écrit une sorte d'analyse très universitaire dans ses tournures, etc., sur ce documentaire qu'il a visionné. Il nous explique que c'est un objet, que ce documentaire est devenu une sorte d'objet un peu de culte qui a été analysé, suranalysé par des tonnes de personnes, des scientifiques, des psychologues, des artistes, etc. Donc ça, c'est la deuxième couche de narration, c'est ce vieillard. La troisième couche, c'est là où il faut vraiment vous commencer à vous accrocher, c'est que ce type meurt. En fait, il est mort. Quand le livre commence, ce type est mort. Et un jeune homme qui s'appelle Johnny Errant va, un petit peu comme ça par hasard, on va dire, mettre la main sur le manuscrit du vieil homme, le manuscrit donc qu'il a écrit sur ce mystérieux film, et il va se mettre en tête, parce qu'il va être fasciné par cet écrit, il va se mettre en tête de l'éditer, de le mettre en forme, et d'apporter au texte du vieil homme des notes personnelles. C'est là où ça devient vraiment complexe, parce que ce type Johnny Errant, qui est un petit peu, on va dire, le super narrateur de l'histoire, c'est quelqu'un de très instable, qui a une vie très décousue, on va vite le comprendre, c'est un type qui bosse dans un salon de tatouage, qui vit un peu la nuit, comme ça, qui est assez errant, comme son nom l'indique, et donc c'est un mec qui est assez peu fiable, on va s'en rendre compte assez rapidement. Et ensuite, s'il fallait vraiment creuser, on peut dire qu'il y a encore une quatrième couche de narration par-dessus, qui est en fait l'éditeur fictif du livre qui a été mis en page par donc ce Johnny Errant, et cet éditeur fictif a lui-même apporté des notes par-dessus les notes de Johnny pour un petit peu parfois simplifier ou expliquer des choses pas très claires qu'il y a dans le bouquin. Voilà pour en fait les 4 couches successives, on peut dire, de narrateur qu'il y a dans le livre. Ah oui, et il y a une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, qui risque peut-être de vous ébranler un peu, vous allez comprendre pourquoi ce livre génère autant de malaise, c'est que le Navidson Record n'existe pas. Je vous dis pas qu'il n'existe pas dans notre monde réel, ça bien sûr qu'il n'existe pas, parce que La Maison des Feuilles, c'est un livre, je vous rappelle. Ou pas. C'est un livre. Mais le Navidson Record, dans l'univers du livre, il n'existe pas. C'est ce que nous explique Johnny Errant quasiment dès le début du bouquin. Il nous dit qu'il a fait des recherches sur ce fameux film, et il nous explique qu'il n'a jamais trouvé de traces de ce film, que même les personnes citées par Zampano dans son essai, l'immense majorité d'entre elles n'existent pas. Et pour les quelques personnes qui existeraient vraiment, je vous parle dans l'univers du livre, mais aussi dans notre univers nous, parce qu'il y a des moments où il va citer par exemple Stanley Kubrick, il y a des interviews de Stanley Kubrick, des interviews de Stephen King aussi, qui commentent le prétendu Navidson Record. Ces gens-là expliquent qu'elles n'ont jamais entendu parler du Navidson Record et qu'elles n'ont jamais entendu parler de Zampano. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous retourne un petit peu la tête. On est tout le temps en train de se demander que croire. Ah oui, et il y a une dernière chose que j'ai oublié de vous dire. Zampano était aveugle. Donc oui, on parle d'un aveugle
qui aurait écrit un bouquin sur un film a priori fictif qu'il serait le seul à avoir vu. Ouais, de quoi mettre la puce à l'oreille. C'est un bouquin dont j'avais entendu parler il y a à peu près 4-5 ans, à une époque où je cherchais des bouquins parmi les plus effrayants, les plus dérangeants ou les plus bizarres. Et à force de parcourir comme ça des forums, de lire des listes et des listes et des listes, je m'étais rendu compte qu'il y avait ce bouquin, La Maison des Feuilles, donc House of Leaves en anglais, qui y figurait très 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 souvent. Alors après, les critiques avaient l'air d'être très mitigées. C'est un bouquin qui était, j'avais remarqué, très polarisant. Il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était un livre complètement fou, incompréhensible, que c'était vraiment de l'esbrouf, que c'était très très obscur, très difficile de rentrer dedans, pas forcément toujours très clair, etc. Et à l'inverse, il y avait toute une énorme communauté, enfin assez souterraine, mais de fans comme ça, qui, j'avais l'impression, un peu se perdaient en suppositions, en manière d'interpréter le bouquin, et bref, c'est quelque chose qui m'avait intéressé. Et il se trouve aussi qu'en faisant mes recherches, j'avais pu découvrir sur le net des captures d'écran du bouquin, des photos de comment c'était, qu'est-ce qui se trouvait en fait à l'intérieur de ce livre si difficile à trouver en français, si étrange, et ça m'avait pas mal fasciné. C'est un livre qui paraît extrêmement difficile à éditer, et donc comme je vous disais, pendant quasiment 20 ans, en France, c'était un livre qui était quasiment introuvable. Moi j'avais fait mes recherches un petit peu sur des sites comme Le Bon Coin, voilà, de vente de particulier à particulier, et j'avais vu des exemplaires d'occasion en vente à une centaine d'euros, quoi. Alors, ce qui était un peu cher pour un livre dont je savais pas grand chose du contenu, et j'étais pas sûr que ça en vaille vraiment le coup, quoi. Alors j'avais bien essayé de le lire, je me rappelle, au format en PDF, au format en fait en version originale en anglais, format électronique, mais en lisant quelques pages et en commençant un petit peu à m'enfoncer dans le livre, je m'étais rendu compte que j'allais vraiment probablement passer à côté de beaucoup de choses, autant dans l'écriture, parce que c'est un livre qui est très dense, très complexe, certains champs lexicaux, il faut bien maîtriser ce dont il est question, mais aussi au niveau de l'expérience de lecture, à cause de sa mise en page particulière. Bref, comme ça, il y a assez peu de temps, durant l'été 2022, du coup, en chinant un peu sur les réseaux, qu'une personne qui, je crois que c'est quand même une personne qui me suit sur mes réseaux, merci à elle d'ailleurs, qui m'a appris que ce bouquin allait être enfin non seulement réimprimé, mais aussi intégralement remasterisé. C'est ce qui est écrit, vous voyez, sur la couverture, il y a écrit « Édition remasterisée couleur ». Ce qui apparemment, d'ailleurs, au début j'ai pensé que c'était une coquetterie de l'éditeur, mais apparemment pas du tout. J'ai écouté une conférence dans laquelle il expliquait que c'était une volonté de l'auteur, et ça c'est un petit indice, quelque chose qui va complètement dans le sens de ce que c'est que ce livre, La Maison des Feuilles. Maintenant, on peut vraiment l'apprécier grâce à cette superbe édition française et au travail du traducteur Christophe Clareau. C'est quelqu'un qui a notamment traduit des gens comme Pinchon, comme Palahniuk ou Selby, donc j'aurais tendance à dire quelqu'un d'assez a priori équipé pour ce genre d'auteur comme ça un peu alternatif. On va pas se mentir, La Maison des Feuilles, c'est un livre qui fait peur. Mais il fait peur pas tellement à travers des séquences chocs, il y en a, des séquences violentes ou des séquences où il va y avoir une atmosphère particulièrement sinistre ou quoi. Moi je dirais que c'est plutôt son côté perturbant, son côté dérangeant, c'est plutôt par là qu'il arrive à nous bouger. C'est un bouquin qui vous propose vraiment de vivre une expérience qui est assez proche, par exemple, de ce qu'on pouvait trouver dans ce qu'on appelle les films de found footages, dont l'instigateur a été, à l'époque, si vous vous rappelez, Blair Witch, qui d'ailleurs est sorti assez peu de temps avant La Maison des Feuilles, il est sorti en 97 ou 98, Blair Witch, alors que La Maison des Feuilles est paru en 2000, donc c'était quelque chose qui était clairement dans l'air du temps. Et donc ces films de found footages, ce qu'on pourrait traduire par de rush retrouvés, qui commencent souvent, vous savez, par un carton texte dans lequel il est indiqué ce que vous allez voir, donc le film est un montage d'images de caméra mystérieusement retrouvées, etc. etc. Et La Maison des Feuilles, c'est un peu pareil, ça s'ouvre sur un avant-propos de l'éditeur. La première édition de La Maison des Feuilles a circulé confidentiellement et ne contenait pas le chapitre 21, l'annexe 2, l'annexe 3, ni l'index. Tout a été mis en œuvre pour fournir les traductions adéquates et identifier correctement les sources. Si nous avons échoué dans cette entreprise, nous présentons à l'avance nos excuses et corrigerons bien volontiers dans les éditions suivantes toutes les erreurs ou omissions que l'on nous signalera. Donc voilà, c'est un petit peu la même idée que pour un film de found footage, c'est-à-dire que on vous laisse un message au tout début, vous laissant croire que ce que vous avez entre les mains est peut-être un document authentique.
Parce que quand vous lisez ce message pour la première fois, vous ne savez pas forcément en fait qu'il s'agit d'un éditeur fictif. Vous pouvez croire éventuellement qu'il s'agit du véritable éditeur du livre, en l'occurrence, bon la mention Toussaint l'ouverture c'est pour la France, mais qu'il s'agirait d'une note authentique. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose que l'auteur Danielewski adore faire dans ce livre, c'est essayer de brouiller en permanence la frontière entre le document qu'on est en train de lire, l'essai donc de Zampano sur le Navidson Record, et La Maison des Feuilles, l'œuvre elle-même écrite par Danielewski. Je vous parlais de tout ce qui est écrit tout en haut de la couverture, édition remasterisée couleur, ça c'est une volonté de l'auteur, il voulait qu'il y ait écrit ça tout en haut, et je pense que c'est une manière comme une autre d'appuyer encore plus sur ce concept, cette idée d'un livre qui évolue avec le temps, sur laquelle il va y avoir des ajouts, parce que dans cette idée de remasterisation, forcément, il y a cette idée qu'on a une meilleure version du livre. Et c'est quelque chose qui résonne bien sûr avec l'avant-propos de l'éditeur fictif que je vous ai lu plus tôt dans le podcast, cette idée qu'on a entre les mains un objet qui va évoluer avec le temps, un petit peu comme la maison des Navidson évolue au fur et à mesure. Pour moi, ce qui fait vraiment peur dans ce livre, c'est qu'il vous met en face d'un fait divers profondément irrationnel. Le livre, à travers le personnage de Zampano qui vous décrit le fameux Navidson Record, le documentaire, il va vous décortiquer avec un soin méthodique, un soin clinique, une distance d'observation comme ça très universitaire. Il va vous analyser quelque chose qui est impossible, quelque chose qui ne peut pas exister, une pure absurdité géométrique, mathématique, et je pense que le livre devient de plus en plus terrifiant au fur et à mesure que, justement, on explore cette maison à travers un peu l'œil des caméras de Will Davidson, et qu'on progresse dans son dédale, parce que, clairement, là où dans un film, c'est difficile de laisser un peu voguer son imagination, parce que les images, elles nous sont imposées, ce qu'on voit à l'écran, ça nous est imposé. Le montage, il nous suggère des choses, la musique, pareil, il va y avoir une ambiance ici, à cet endroit-là, pour dire, attention, il y a de la tension, etc. Mais dans La Maison des Feuilles, on touche justement, pour moi, à la quintessence de ce que du pouvoir comme ça d'abstraction de la littérature, c'est-à-dire quelque chose qui est très très suggéré. La maison en elle-même de La Maison des Feuilles, elle est très peu décrite. On a quand même pas mal de champs libres pour pouvoir imaginer les choses, et du coup à partir de là, je pense que plus vous avez d'imagination, plus c'est un bouquin qui peut vous terrifier potentiellement. Quand Navidson fait un premier pas sous cette immense arche, il se retrouve soudain loin de la lumière rassurante du salon. En fait, son intrusion dans cet endroit exige la même foi inquiétante requise pour l'exploration des fonds marins, et le rayon de sa torche n'égratine qu'une immuable noirceur. Navidson concentre son attention sur le sol devant lui, et, parce qu'il ne cesse d'avancer les yeux baissés, le sol commence à prendre un nouveau sens. Il ne va plus de soi. Il y a peut-être quelque chose dessous. Peut-être qu'il va s'ouvrir en une profonde fissure. Soudain, un silence continu vient remplacer ce qu'il avait momentanément interrompu. Navidson se fige, sans trop savoir s'il a, oui ou non, vraiment entendu un grognement. « Vaudrait mieux que je revienne sur mes pas », murmure-t-il finalement. Une phrase qui, bien que proférée sur un ton badin, le prend soudain au dépourvu. Navidson se retourne brusquement. À sa grande horreur, il ne peut plus distinguer l'arche et encore moins le mur. En fait, où qu'il braque sa torche, la seule chose qu'il distingue est une grasse obscurité. Pire encore, en se retournant sous l'effet de la panique, il a perdu tout repère et ne se rappelle plus d'où il vient. Là où le livre va être un véritable labyrinthe, comme je vous disais, c'est à cause de la juxtaposition de tous ces narrateurs, / protagonistes, qui vont chacun apporter leur pierre à l'édifice. Parce que ce qui arrive en littérature, c'est très fréquent, c'est que vous ayez plusieurs narrateurs. Vous pouvez avoir comme ça plusieurs points de vue différents. Mais là où La Maison des Feuilles est différente, c'est que dans son cas, chaque point de vue est vraiment imbriqué dans l'autre, et en fait chacun va donner son point de vue en quelque sorte sur le point de vue de l'autre avant lui. Vous avez donc Zampano qui va commenter le film de Will Davidson, qui va commenter ce qui se passe dans la maison, qui va analyser psychologiquement les personnages.
Par-dessus ça, vous allez avoir ce type assez très peu fiable, Johnny Errant, qui passe son temps à mettre des notes de bas de page qui sont parfois plus longues que le texte en lui-même, qui va digresser à vous raconter ce qu'il a fait la nuit dernière, les prostituées qu'il est allé voir, les hallucinations qu'il a pu avoir à cause du livre, on sait pas trop s'il pète les plombs à cause du bouquin ou si c'est lui simplement les drogues, etc. Mais voilà, vous êtes sans arrêt, il y a tout le temps un jeu de va-et-vient entre la progression narrative de Will Davidson dans sa maison, qui explore comme ça les méandres de sa baraque, et les digressions des autres narrateurs. Zampano, qui parfois va vous écrire plusieurs pages sur la nature même de ce que c'est qu'un écho. Il va vous dire, ah bah voilà, un écho c'est ceci, il va revenir à la mythologie, il va vous expliquer l'étymologie du mot, etc. On se dit, bah tiens, pourquoi il me dit ça? Et c'est parce qu'en fait, plusieurs pages plus loin, Davidson va entendre un écho particulier dans la maison. Et alors du coup, forcément, ça va prendre toute une dimension supplémentaire, parce qu'on aura été préparé avant à ça. Et donc une partie du suspense de la Maison des Feuilles, elle vient de ces interruptions permanentes des différents narrateurs, qui prennent un peu le relais comme ça les uns par rapport aux autres. Et donc on avance dans le livre, on avance on progresse dans la maison des Davidson de manière très interrompue, en pointillé en quelque sorte. Parce que, disons-le clairement, la partie maison, exploration, c'est quand même ce qui va intéresser le plus les gens en général. Enfin moi personnellement, c'est ce qui m'a vraiment le plus intéressé, c'est ce que j'avais envie de suivre. Mais cette progression va être tout le temps interrompue, et ça va, cette espèce de parasitage comme ça, surtout du côté de Johnny Errant, va permettre de créer de la tension, et surtout de nous perdre petit à petit dans les méandres du bouquin, et même si ça agace au départ, c'est ce qui fait que beaucoup de gens abandonnent assez rapidement le livre, en fait si vous passez, si vous arrivez un petit peu comme ça à lire entre les lignes, vous allez très rapidement vous prendre au jeu, ça a été mon cas du moins, et tout simplement prendre beaucoup de plaisir. Ce procédé, il va casser aussi la narration, je dirais, linéaire du bouquin, où on a tendance évidemment à tourner les pages comme ça, les unes après les autres. Ici, on est obligé souvent de revenir en arrière, tout simplement parce que les notes de Johnny vont parfois faire 4 ou 5 pages comme ça, pleines d'affilée, et il va partir sur un truc qui n'a rien à voir, on est obligé de rembobiner en arrière pour revenir où on en était, puis revenir en avant, enfin, une espèce de jeu comme ça, de va-et-vient qui est perturbant, et qui fait partie un peu de cette construction labyrinthique, où parfois on se retrouve face à un cul-de-sac, un mur, qui n'aboutit à rien, et on est obligé de revenir en arrière pour reprendre son chemin à peu près là où on en était, quoi. Un des trucs les plus perturbants dans la Maison des Feuilles, c'est qu'on a en permanence ce sentiment que tout ce qu'on est en train de lire avec une sorte de grossier canular, en fait. Que Danielewski, donc l'auteur vraiment de La Maison des Feuilles, se fout complètement de notre gueule du début à la fin. C'est ce que Errant dit au début du livre, il a jamais réussi à mettre la main sur ce fameux Davidson Record, ni rencontrer les personnes qui y sont mentionnées, alors que selon Zampano, donc l'auteur de l'essai, le Davidson Record, il aurait été distribué même au cinéma par Miramax, qui est un vrai studio de cinéma dans notre monde à nous, c'est celui notamment qui a sorti les films de Tarantino, et il prétend que ce serait Bob Weinstein qui aurait distribué le film, Bob Weinstein qui est une vraie personne, puisque c'est le frère du tristement célèbre Harvey Weinstein. Donc on est toujours dans une espèce comme ça d'assemblage un peu fallacieux, une espèce de méta-roman dans lequel on navigue entre réalité, fiction, délire du narrateur, couches de protagonistes successives. Vraiment, c'est un bouquin qui nous perd en permanence. Et en fin de compte, on se demande si c'est pas justement ça l'intention précise de Danielewski, c'est de nous faire comprendre qu'au final, c'est pas très important que ça soit réel ou pas. Tout ce qui compte, c'est ce que l'on va ressentir en le lisant, et là, en l'occurrence, ça va être un sentiment vraiment de terreur grandissant, et qui, lui, est très réel dans tous les cas. C'est un bouquin qui nous questionne justement sur la frontière entre la fiction et le réel, le témoignage authentique et la fabulation, l'œuvre géniale et l'esbrouf. C'est l'une des forces du bouquin, je trouve, c'est de jamais, paradoxalement, je parle là du texte de Zampano qui est censé être une analyse très technique, très universitaire d'un film documentaire, le paradoxe c'est qu'on n'entre jamais trop dans l'analyse de ce que c'est exactement que cette maison qui grandit comme ça, cette espèce de maison démoniaque, en tout cas dédalesque. On peut laisser libre cours à notre imagination en tant que lecteur, projeter dessus nos propres fantasmes, nos propres peurs, soit dit au passage. On peut vraiment y voir ce qu'on veut. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est un bouquin qui a remporté le succès qu'il a remporté à travers le monde, qui a généré une telle communauté de fans.
c'est que chacun voit un peu ce qu'il a envie, analyse dans ce bouquin ce qu'il a envie d'analyser, selon ses propres codes, sa propre culture. Je sais plus où j'avais vu, je crois que c'est dans une conférence que j'avais regardée sur le bouquin où quelqu'un expliquait que ce qui est intéressant, c'est que l'un des principaux antagonistes du livre, finalement, c'est l'obscurité, c'est-à-dire que l'auteur insiste très lourdement sur tout le vocabulaire lié aux ténèbres, lié à l'obscurité. Il en fait vraiment un personnage à part entière. Et pourquoi ? C'est parce que dans toutes les cultures du monde, l'obscurité, c'est vu comme quelque chose d'effrayant, quoi. C'est quelque chose qui parle à tout le monde, qui fait peur à tous les enfants. C'est quelque chose d'universel. La Maison des Feuilles, c'est un bouquin qui a été écrit, je pense, par un obsessionnel, pour des obsessionnels. Moi, ce que je suis, notamment, j'aime des films comme Ice White Shut, comme Mulholland Drive, voilà, des œuvres avec une symbolique très cachée, très forte, très ensevelie, des sortes d'easter eggs un peu partout, même si c'est pas forcément mon délire de les chercher. Vous voyez, bon, La Maison des Feuilles, je l'ai lu en à peu près 3 semaines, je suis pas allé voir après sur internet, lire tout ce qui avait été écrit sur les forums par des fans, c'est quelque chose qui m'intéresse pas vraiment, finalement, mais j'aime bien l'idée qui est ça, qui se dissimule en dessous, que je lise un texte dans lequel j'ai l'impression de ne pas tout comprendre parfaitement, de ne pas tout saisir. Lorsque j'ai commencé à lire, j'avais déjà lu pas mal de littérature un peu expérimentale, des gens qui jouaient avec la narration classique, je pense en particulier à Borges, qui expérimentait comme ça beaucoup avec les différentes formes de narration, qu'est-ce que c'est que le point de vue, etc. La mise en page aussi, là je pense plutôt à Foster Wallace, qui lui déjà avait bien mis en place dans les années 90 ce système un peu de notes de bas de page imbriquées comme ça, de narration parallèle en parallèle du texte principal. C'est un procédé qui me fait penser un petit peu à ce qu'il y avait chez Vladimir Nabokov quand il a écrit Feu pâle. Si vous avez lu Feu pâle, bon, c'est un bouquin que j'avais déjà brièvement évoqué dans le podcast, et qui adopte un petit peu aussi ce système de narration si vous voulez creuser un peu plus loin. Et puis bon, tout bêtement, quand j'étais môme, j'avais lu pas mal de livres dont vous êtes le héros, où on suit comme ça un peu une histoire de manière assez segmentée, par différents chemins, en suivant des numéros, ce qui n'est pas le cas complètement dans La Maison des Feuilles, hein. Vous n'avez pas vraiment le choix d'où vous allez, vous êtes quand même obligé de tourner les pages, parfois il faut revenir un petit peu en arrière pour bien saisir le sens d'une note, ou raccrocher les wagons avec la trame principale, mais c'est pas un bouquin qui vous laisse la possibilité d'aller à droite, à gauche, 200 pages plus loin, de passer complètement à côté d'une partie du texte, comme ça peut être le cas, par exemple, j'en ai déjà parlé avant, de Marel, de Julio Cortázar, où là par contre vous avez vraiment des opportunités de choisir ce que vous allez lire ou non, quoi. Donc bref, j'avais un peu lu déjà tout ça au moment où j'ai lu La Maison des Feuilles, donc j'ai peut-être été moins marqué que par certaines personnes qui étaient habituées à lire des choses plus conventionnelles, où là pour le coup ça leur fait vraiment une déflagration en pleine figure. J'étais un peu armé, quoi, pour ce bouquin, donc je sais pas forcément dans la forme que j'ai été le plus impressionné par, alors que je m'attendais à être beaucoup plus perturbé que ça par l'aspect, la mise en page du livre, la forme, etc. Non, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'histoire, hein, tout simplement. C'est un bouquin qui a vraiment une histoire qui est très bien maîtrisée, très bien écrite, et je trouve que c'est extrêmement réducteur. C'est souvent ce qu'on voit un peu quand on entend des gens parler de La Maison des Feuilles, quand on questionne des personnes, quand on consulte internet à son sujet, c'est que souvent les gens restent très focalisés sur toute la mise en page, le jeu qui a été fait sur le texte, les mots, les dessins qui sont faits, tous les petits easter eggs. Moi je trouve que c'est vraiment réducteur, même si c'est quand même ce qui reste en mémoire quand on arrive au bout du livre, c'est ce qui est le plus facile à évoquer. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est quand même l'histoire, hein, cette histoire de maison comme ça, dédalesque, c'est ce qui m'a le plus marqué. Moi, je suis quelqu'un qui, j'avoue, m'intéresse avant toute chose à la qualité d'écriture pure d'un texte, et j'ai assez peu de patience en général avec des grandes folies expérimentales, des choses comme ça, très formelles, où il y a pas forcément de sens derrière. Moi, les personnes qui vont dessiner des nuages avec leur texte, parce que ça va évoquer le rêve, ou des beats, ou je sais pas quoi, donc c'est pas quelque chose qui va m'intéresser, hein. Pour que ça marche, il faut que le texte soit bon. C'est pour ça que j'ai adoré, par exemple, des bouquins comme Marel de Julio Cortázar, Fiction de Borges, ou Entretien avec des hommes heureux de David Foster Wallace. C'est parce que ça expérimente beaucoup, mais la qualité d'écriture, la base, pour moi, est là, est exceptionnelle, donc ça peut soutenir
dire n'importe quel type d'architecture derrière, et n'importe quelle folie expérimentale, ça m'est égal. Et La Maison des Feuilles, justement, c'est un bouquin qui, pour moi, réussit ça. C'est un bouquin qui est aussi bien écrit, très érudit, très obscur par moments, dans lequel qui est difficile de suivre, qui expose des grands concepts philosophiques, des idées comme ça. Parfois on s'y perd, hein, mais on s'y perd avec plaisir, quoi. Et il y a certaines personnes qui voient dans ce bouquin, qui voient justement, je trouve, un petit peu trop le côté superficiel de ce bouquin, qui se sont un peu arrêtés là-dessus, en pensant, bon, bah c'est des petites friandises qui nous balancent, de mise en page, des petits délires et tout ça, mais en fait ça dissimule des choses beaucoup plus profondes, pour peu qu'on essaye vraiment de s'y enfoncer un peu plus. Et moi, personnellement, je me suis vraiment laissé prendre au jeu, et je suis un peu désolé, franchement, pour les gens qui s'arrêtent aux portes de ce chef-d'œuvre à cause de ce genre de détails, ou parce qu'ils trouvent que le livre est trop obscur, trop racoleur, etc., qui se disent « Ah oui, c'est ce genre de livre, oh, il fait du chelou pour faire du chelou, c'est bizarre pour être bizarre. » Franchement, je trouve que c'est pas juste ça, La Maison des Feuilles, c'est vraiment un bouquin qui mérite d'être creusé. Et c'est un petit peu d'ailleurs le message général du livre, je pense, c'est que il faut accepter de s'y perdre pour pouvoir mieux l'apprécier. Comme cela a été dit dans le chapitre 3, certains critiques pensent que les mutations de la maison reflètent la psychologie de ceux qui s'y aventurent. Le docteur Hoagland prétend que l'absence inhabituelle d'informations sensorielles contraint l'individu à fabriquer ses propres données. Ruby Dowell, dans sa prodigieuse étude sur l'espace, qualifie la maison d'Ashtray Lane d'intensificateur solipsiste, affirmant que la maison, les couloirs et les pièces deviennent toutes le moi, un moi qui s'effondre, s'agrandit, bascule, se ferme, mais toujours en rapport parfait avec l'état mental de l'individu.